d'être là et nous sommes sûrs que nous allons partager au moment voulu les résultats de ces études que nous avons commanditées au Togo, en RCA, au Niger, en Guinée, au Mali, qu'est-ce qu'on a encore au Tchad et à Haïti, hein, pour voir un peu ce que nous pouvons faire. Nous avons prévu de continuer à travailler avec, de commencer, on a commencé, on va continuer avec Sandrine dans les pays où nous sommes, au Tchad, au Niger et au Mali. En l'occurrence, on a 3 études qui couvrent ces pays-là et qu'on puisse avoir de l'impact après notre période de mise en œuvre, qu'on puisse dire, on a quitté un point A, on est arrivé quand même à un point Z ou R ou P, mais nous avons fait quelque chose après 5 ans de travail ensemble. Je vous remercie. Et merci beaucoup pour cette contribution. Il y avait encore une question là-bas. Alors c'est... Oui, voilà. Allez-y. Bonsoir. C'est Madame Camara de la Direction de la Santé, de la Reproduction et de la Survie de l'Enfant. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier du partage. Nous regrettons le fait que le Sénégal n'a pas pu bénéficier d'une telle étude. Hein. À l'approche des OMD, nous savons tous que vraiment une telle étude serait la bienvenue. Mais les résultats, nous en ferons bon usage. J'avais une préoccupation. Actuellement, nous savons que nous encourageons l'utilisation des méthodes à longue durée d'action. Et dans ces pays, nous avons constaté que les femmes aiment la discrétion, donc elles ont besoin de ces méthodes-là. Mais d'après les résultats, nous avons pu constater que les besoins ne sont pas satisfaits. Est-ce que dans le cadre de votre étude, vous avez pu avoir des informations concernant les raisons qui font que ces besoins ne sont pas ressentis, ne sont pas satisfaits? Parce que ça pourrait être d'une grande utilité pour le Sénégal. Je vous remercie. Merci. Sylvain? Oui, je vais parler du Tchad et de la Mauritanie. Effectivement, nous avons cherché à savoir pourquoi les besoins n'étaient pas satisfaits, parce que c'est au niveau programmatique et politique, il y a une orientation pour l'offre beaucoup plus des pilules, qui est liée aussi au partenariat dans ces pays, qui est liée aux ressources disponibles pour les différents ministères. Donc ce sont des orientations au niveau programmatique, donc, qui ont disponibilisé beaucoup plus les pilules. Et les méthodes longue durée, on se rend compte que là où elles sont offertes, c'est beaucoup plus dans les... L'autre problème, c'est que même quand elles sont offertes, elles sont peu offertes, mais elles sont offertes au niveau des services, au niveau régional, alors qu'au niveau des districts et au niveau des différents services de santé, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que, de manière parallèle aussi, il y a la question aussi de la formation, parce qu'au niveau, par exemple, de l'hôpital régional de Kayedi, la superviseure SR, elle explique que, en fait, une autre raison de la non-satisfaction des besoins, elle dit on n'offre pas ces produits parce qu'on sait que dans les services de santé, les prestataires qui sont là-bas ne savent pas les données. Donc ça aussi, on revient à la question de la formation, donc qui limite de ce point de vue aussi l'offre. Et c'est pourquoi il est utile, dit même quand on organise des formations, donc c'est des formations d'une journée. Un autre problème de la formation, c'est que dans certains services de santé, comme au Sénégal, ce sont les infirmiers qui gèrent les accouchements, mais on ne les appelle jamais pour les renforcements de capacité. C'est toujours au niveau régional, à l'hôpital régional ou autre, qu'on va convoquer les gens pour y aller. Et pendant ce temps, donc, on capacite, mais on ne capacite pas ceux qui doivent les faire. Et on revient pour dire qu'on ne va pas offrir ces produits au niveau... on ne satisfait pas le besoin parce que le personnel n'est pas suffisamment formé. Il y a une forme d'aberration, en tout cas, qui pose problème. Peut-être je voulais faire, par rapport à ce que vous avez dit, la question des violences multiformes, c'est une question fondamentale. Et les services de santé renvoient à une violence que subissent les populations, à la fois dans les relations humaines, à la fois dans l'infrastructure, etc. Elle est multiforme. Et
c'est à entendre, parce que souvent, on est arrivé à une forme d'instrumentalisation où on dit en général, si ça ne marche pas, c'est la faute aux communautés. Effectivement, et on ne prend pas les communautés comme des partenaires et on n'entend pas les situations difficiles et les plaintes dans certains services de santé, ou les violences, pour ne pas parler que de violences physiques, mais violence dans la manière de communiquer, violence dans la manière de recevoir les gens, violence dans la manière de s'occuper d'une femme après un accouchement où on met dans un couloir avec plein de moustiques et après les femmes, elles n'ont plus envie de revenir accoucher par là. Donc c'est pour vous dire que c'est des travaux qui sont intéressants et sur lesquels on aurait bien aimé avoir une vue de ce que cela a produit comme résultat. Merci. On prend juste encore 2 questions et puis on part. Allez-y, monsieur derrière. Okay, merci beaucoup, c'est Fali Sadio, je suis journaliste, je suis le chargé de communication de la Croix-Rouge sénégalaise. J'ai eu donc à travailler dans ce domaine par rapport à ma maîtrise au CESTI. Ce qui m'a un peu frappé, c'est les barrières socioculturelles par rapport au refus de certaines communautés comme en Mauritanie d'utiliser le préservatif comme une des méthodes de lutte pour l'espacement des naissances. Je crois que ça pose problème à ce niveau. Si on sait que pour espacer des naissances, on a parlé que les préservatifs sont un moyen aussi d'espacer les naissances par rapport à d'autres produits qu'il faut utiliser ou méthodes qu'il faut utiliser. En tout cas, ça pose problème. Je ne sais pas comment vous êtes parvenu, est-ce qu'il y a une démarche pour essayer de les convaincre jusqu'à ce que, par rapport à cette méthode, on peut l'utiliser pour espacer les naissances. L'autre problématique en tant que communicateur, c'est la problématique de la communication interpersonnelle. Si on sait qu'au niveau de beaucoup de structures de santé, le problème d'accueil pose problème, la prise en charge des malades pose problème aussi, l'accompagnement psychosocial des malades pose problème par rapport à la santé de la reproduction, parce que dans certaines maternités, si l'accueil ne passe pas bien, si l'accompagnement n'est pas assuré, une femme qui vient pour des visites prénatales ou postnatales, elle peut même abandonner la fréquentation de ces structures. Il y a aussi un système aussi, souvent c'est les femmes en état de grossesse qui en parlent, ou bien allaitantes. Souvent à l'accouchement, les sages-femmes n'accueillent pas très sincèrement les femmes qui sont déjà en état de travail. Donc s'il y a une certaine façon d'accueillir les patientes, elles peuvent fuir les structures de santé. Je crois qu'il faut encore mettre l'accent sur la sensibilisation, la formation continue des personnels de santé à ce niveau. Merci pour cette contribution. Okay. On essaie peut-être de faire court parce qu'après... Sur le préservatif, en fait, si on revient sur les catégories, par exemple au Niger, le préservatif est beaucoup plus utilisé par les jeunes, mais certains sont obligés de se cacher ou on va aller chercher la nuit parce qu'il y a aussi cette stigmatisation sociale qui dit que, en fait, pour ces communautés, si on utilise le préservatif, c'est parce qu'on est dans les dispositions d'avoir des rapports sexuels, alors que notre âge ou notre situation socio-familiale ne doit pas nous le permettre. Donc, il y a toute une construction qui amène un peu à éloigner les populations, certaines catégories comme les jeunes, qui veulent bien, mais qui n'osent pas utiliser parce que, en rapport avec l'absence de discrétion, un jeune a dû être chassé de chez ses parents parce qu'il est allé chercher un préservatif et le soignant est allé le dire à ses parents. Parce que les soignants, il y a une doublure, c'est aussi des acteurs sociaux, au-delà d'être des soignants. Ok, merci. Oui. Merci. Docteur Médard Amona, infectiologue, service des maladies infectieuses du CHU de Fannes. Je voulais féliciter Dr Faye pour la qualité de sa présentation, la précision et la concision, et ainsi que la clarté.
surtout pour avoir intégré la notion d'approche par compétence. Parce que nous avons réalisé précédemment des études, une à Brazzaville en 2010, sur l'itinéraire thérapeutique des femmes admises pour cancer du col dans 3 hôpitaux au Congo. Et cette étude avait pour recommandation forte à l'endroit des personnels de santé l'approche par compétence. Et c'est avec cette approche que nous avons pu améliorer la fréquentation ainsi que la qualité de la prise en charge des femmes admises dans les structures de santé dans ces contextes. Ici, récemment à Dakar, dans le service de maladies infectieuses, nous avons reproduit cette étude sur l'itinéraire thérapeutique des malades admis pour tétanos et la même recommandation a été fondamentale pour nous dire que ça. Donc nous tenions vraiment à préciser cela de façon que le docteur Faye puisse en reconnaître vraiment l'importance. Alors, ceci dit, nous avons cependant 4 préoccupations. La première concerne l'impact facteur de l'intégration des maris dans l'étude. Alors, tel que vous l'avez présenté, nous avons pensé qu'il était plus important de préciser les facteurs qu'induit la présence des maris dans la démarche diagnostique des patientes. Voilà. Notre deuxième préoccupation concerne la place du niveau d'instruction dans la dynamique de la quête du soin, vu que l'étude a concerné aussi bien le milieu rural qu'urbain. Alors moi je pense que quand vous avez présenté, les résultats ont plus tendance à concerner le milieu rural. Alors moi je pense qu'il faut plutôt peut-être, je ne sais pas, dans la mesure du possible, choisir un milieu bien spécifique au lieu de parler du milieu rural et urbain au même moment, puisque si on intègre les 2 milieux, il va falloir ressortir le niveau d'instruction de chaque population étudiée. Et en dernier ressort, nous allons parler sur l'intervention, l'influence du comportement du personnel. Quand vous avez présenté dans le corps du travail, nous n'avons pas identifié cette influence, mais c'est quand vous avez projeté la diapositive sur la synthèse que nous avons compris qu'en fait, c'est la qualité de la communication qui pose problème. Et notre question est de savoir si vous avez identifié les facteurs de limitation de cette communication. Merci. Merci, Sylvain. Oui, je vais essayer de faire court. Oui. Merci pour... donc, je pense que la Croix-Rouge a un plaidoyer pour adopter l'approche par compétence. Donc, je pense que le message est bien entendu. Pour la question de l'impact facteur de l'intégration des maris, donc peut-être que nous n'avons pas été assez clairs dans le propos, mais ce qu'on a voulu démontrer, c'est en fait, en réalité, on ne prenait pas en compte les maris, à la fois dans les processus de communication, etc. Mais quand on regarde la prise de décision de l'itinéraire thérapeutique, justement, on voit bien que ce sont eux qui ont l'argent. Parce que même si la femme a l'argent, c'est du ressort de l'homme de donner l'argent pour le soin, parce que la gestion de la grossesse est une question collective et une question familiale aussi. C'est aussi l'homme qui doit, quelquefois, surtout au Tchad et ailleurs, qui doit accompagner la femme. S'il n'est pas présent, la femme n'ira pas, etc. Donc, on a beaucoup d'éléments comme ça dans les rapports. Peut-être que la présentation m'a amené un peu à réduire. Et on s'est rendu compte que finalement, on se rend compte que les hommes sont, surtout chez les Arabes, pas les Arabes de la Mauritanie, parce que surtout au Tchad, ce sont les hommes qui sont omniprésents. Ils cherchent à tout savoir et à tout contrôler dès qu'on parle de grossesse, d'accouchement. Et ça, c'est apparu comme un élément vraiment important, et que finalement, on se trompe si on pense que l'itinéraire thérapeutique est même défini par la femme ou la belle-mère. Donc l'impact factor, c'était peut-être, je n'ai pas eu le temps de l'éclaircir à ce niveau. Bon, sur la distinction rural-urbain, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus dans les zones plus rurales, mais on ne l'a peut-être pas précisé, mais celles qui font des CPN et qui accouchent à domicile, c'est en milieu urbain, par exemple. Et en fait, nous avons été très critiques vis-à-vis de cette idée qui consiste en fait à développer
toute la réflexion autour du niveau d'instruction, parce qu'il ne nous semble pas forcément révélateur de quelque chose quand il s'agit de la gestion des questions de santé maternelle. Pour preuve, l'enseignant directeur d'école qu'on a trouvé à Mbout, c'est lui qui nous explique qu'il est enseignant, instruit, etc., mais quand même sa fille doit être excisée. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une différence fondamentale donc, entre celui qui n'est pas instruit et celui qui est instruit en termes de choix? Peut-être que ça se joue ailleurs. Le niveau d'instruction est forcément peut-être un déterminant, mais sur d'autres aspects, mais moins sur ces questions-là. En tout cas, on s'est rendu compte que les grands paradoxes, c'est surtout dans les zones urbaines qu'on les a retrouvés. Donc, surtout dans les zones urbaines. Alors qu'on pensait que c'est le milieu rural où on va... donc ça, c'est dans les analyses démographiques passées. Le milieu urbain est le milieu du changement social, alors que le milieu rural est celui de la tradition. En fait, cette étude montre que c'est faux, en fait. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas forcément... Mais dans les résultats, on a bien montré les distinctions selon les milieux de résidence. Et enfin, l'influence le comportement du soignant. En fait, nous avons voulu analyser le comportement du soignant, non pas de manière technique, parce que nous n'en avons pas les capacités pour juger de la compétence d'un professionnel de santé. Pour un anthropologue, je pense que c'est trop dire, mais nous sommes intéressés à savoir comment les populations elles-mêmes parlent du comportement du prestataire. Et c'est pourquoi nous l'avons beaucoup plus mis dans la qualité perçue. Et c'est là où, ce qui est attendu d'un soignant, on se rend compte que ce n'est pas forcément la compétence technique seulement, mais c'est aussi voilà, savoir parler, savoir, voilà, etc. Donc, merci. Bon, Sylvain, non, en fait, on ne va plus prendre de questions parce que c'est l'heure. On pourra continuer la discussion, voilà, autour d'un verre. Donc, on vous invite à venir prendre un cocktail avec nous. Et on vous remercie très sincèrement pour votre participation. Vous avez tous nos contacts sur les documents qu'on vous a laissés pour aller plus loin, pour qu'on continue à discuter et à échanger autour de cette question qui est passionnante. Voilà, merci à tous.